beaucoup de startups ne réussissent pas à passer à une autre échelle et restent généralement soit tout le monde, soit inerte, soit disparaissent rapidement, encore plus dans les domaines de l'environnement. C'est vrai pour le recyclage et la gestion des déchets, mais c'est vrai également pour l'agriculture durable ou l'énergie renouvelable parce que ces problématiques sont généralement pareilles. Ouais, il y a plein de vecteurs hein, pour franchement ceux qui réussissent chapeau bas. Hein, il y a beaucoup plus d'échecs que d'échecs entre guillemets. Hein, parce que quand tu rates quelque chose, finalement, tu apprends pour faire mieux la prochaine fois. Donc c'est comme ça qu'on se développe. Hein. C'est parce qu'on se brûle quand on est enfant sur une plaque qu'on sait que c'est chaud et qu'on va pas remettre la main dessus. Donc l'erreur ou l'échec est quelque chose qui fait partie de toute façon d'un système. Je pense qu'un des gros problèmes, c'est le fond de roulement, les capacités, les moyens nécessaires au départ, même petits, de pouvoir réussir à lancer quelque chose et te dire que tu ne vas pas vivre tout de suite sur ce que tu as lancé. Et donc l'investissement que tu vas faire, ben, soit tu trouves des financeurs, mais si tu le fais jeune, bah, tu es jeune, comment ça se fait que tu vas chercher des financements alors que tu n'as pas encore commencé quelque chose? Quand tu es plus vieux, tu as un capital parce que tu as peut-être construit des choses et après bah, tu dois mettre ce capital et tu le joues, hein, tu joues ce capital et tu investis du coup de tes apports personnels. Aller chercher des fonds, nous on s'est confrontés à différentes choses. On était trop jeunes pour lever beaucoup d'argent. On faisait trop de chiffre d'affaires par rapport à une boîte jeune pour intéresser. Et en fait, il y a une sorte de trou. C'est-à-dire si tu lances quelque chose et qu'à un moment tu dois le passer à l'échelle, cette première levée est, je trouve, quelque chose d'assez complexe. Et ces besoins de fonds de roulement qui fait que forcément, si ça grossit, tu dois de plus en plus investir. Et tu ne peux pas investir à temps zéro. Si tu investis dans quelqu'un, il va être opérationnel. Si tu investis dans du matériel, il va falloir du temps pour amener les volumes qui vont te permettre de le faire. L'autre très gros problème que je vois, c'est qu'en tout cas dans nos systèmes européens, c'est le côté de la redistribution. On paye beaucoup de charges, d'impôts, etc. En soi, ce n'est pas tant un problème de payer tant de charges. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment c'est redistribué. Et là, c'est compliqué parce que le redistribuer de l'argent, le collecter, ça coûte de l'argent. Le redistribuer, ça coûte de l'argent. Donc, entre ce qui t'est ponctionné et ce qui va être redistribué, bah, tu as une perte en ligne qui est le coût d'avoir organisé. Et la redistribution, c'est compliqué d'aller distribuer des sommes à 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million. Et donc, tu peux avoir des très gros projets qui vont capter, par exemple, sur notre territoire région sud, ça fait d'ailleurs polémique, une très grosse usine qui s'appelle Petroeneos, qui est une boîte qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires, réussit à toucher une enveloppe de subvention pour moderniser ses procédés, pour décarboner son procédé. Ok, très bien, mais ils vont prendre une enveloppe de 300 millions d'euros. Alors que tu sais que peut-être qu'avec des projets plus petits, mais sur lesquels ils vont avoir les 100 000 euros, les 200 000 euros au bon moment, peut-être que ces boîtes-là vont justement réussir à grossir. Sauf que distribuer 100 000 euros, bah, ça coûte très cher et distribuer des grosses sommes, ça coûte moins cher. Donc il y a ce problème, à mon avis, de redistribution de moyens financiers et surtout à quel moment les structures qui se développent ont besoin d'avoir un appui, ne serait-ce que pour pouvoir avoir du fonds de roulement, donc la capacité financière à pouvoir anticiper 2-3 mois, un trou d'une activité, un investissement, ce genre de choses. Merci, super, je crois que c'est très bien répondu. Alors, je vais te poser une autre question qui va bien dans l'optique des internautes. Alors, on a été tagué plusieurs fois par un grand concours, un coup de gueule, comme on dit, de Team pour la planète, Team for the Planet. Je crois que tu dois bien les connaître. Actuellement, ils ont lancé un challenge de 1 million d'euros parce qu'ils disent qu'ils veulent accompagner un projet qui a le gros impact pour capter le CO2 vraiment. Et beaucoup de gens sont en train de taguer Afrique 2024 pour dire allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Alors, on a la fougue, on a la rage, on veut faire changer des choses. La vision est grande, même si on veut réagir localement. Je prends un autre exemple, je prends l'exemple de beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent actuellement ou qui ont voulu participer à ce webinaire. Alors, quel est le challenge, quel est le défi
Toi qui collabores un peu avec ces gens, qui observent depuis des années d'expérience ce monde des financements du projet, alors quel est le vrai challenge? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fera la différence entre celui qui sera soutenu à 1 million d'euros pour son idée et ceux qui vont passer à côté? D'après toi, le maître mot, la clé, c'est quoi en se disant qu'on veut donner un peu la réalité des faits. Comme tu l'as dit tout à l'heure, vous aviez voulu lever gros étant trop jeune. Pourtant, vous n'aviez pas assez d'expérience et vous faisiez trop de chiffre d'affaires pour ce que, pour ce que vous ne faisiez pas assez. Donc, il y a tellement de contexte et beaucoup de, parfois, de hasard ou de chance. En tout cas, toi, quel est ton avis là-dessus et quel serait ton conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans ce genre de recherche de financement et postuler à ces opportunités? J'ai presque envie de passer la main à mes confrères et consoeurs. Vas-y, La vas-y, question est hyper compliquée. Comment ça se fait que tu réussis ou que tu ne réussis pas? J'en sais rien. Ouais. Les systèmes qu'on a développés, franchement, on pourrait faire des centaines de millions d'euros d'économies. Enfin, et 1 million d'euros, c'est ce qu'on dépense pour faire un rond-point qui ne sert à rien. Enfin, donc, où l'argent doit être bien investi et comment faire en sorte que l'argent, on arrive à identifier les bons projets. J'adore ce que fait Team for la planète. Mais je les questionne aussi, parce que j'aime aussi challenger les projets et ce genre de choses. Il nous parle par exemple sur un projet qui concerne le micro ou le moteur. C'est un sujet qui me passionne. Comment réussir à créer de l'énergie à partir de l'énergie des vagues. On a en France une boîte qui s'appelle ACE, qui est juste extraordinaire. Ils gagnent tous les prix, les plus grands prix internationaux sur la gestion de l'hydrogène. Le projet est incroyable. Franchement, il est dingue. Le projet soutenu par Team for the Planet est un projet qui ressemble à l'autre, donc hyper intéressant. Je questionne du coup l'expert pour moi qui est la team ACE et ils me disent bah ouais, c'est notre turbine qui est à l'intérieur, leur truc ne marche pas et machin et trucs, etc. Il les connaît évidemment par cœur parce que le mec il fait ça depuis 15 ans et que c'est l'expert mondial de cette question-là. Et ben quand tu les interroges en disant bah moi j'ai ce type de réponse, qu'est-ce que vous en pensez? Même eux, même des comités ex. Ah non, on n'a pas regardé, non mais oui, mais là on est parti là-dessus, donc on y va. Donc, comment est-ce que cette boîte a réussi à dire, OK, c'est sur moi qu'il faut investir? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui fait cette opportunité. J'espère que ça va fonctionner parce qu'il y a aussi de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui est primordial dans cette recherche de financement, c'est que, quelle que soit la taille qu'on a, on ne peut plus se permettre de fonctionner en silo. On ne peut plus se permettre. On ne peut plus se permettre le gaspillage. Et donc, Jean Covici explique ça assez bien. Il dit soit on va choisir ça et ce sera la sobriété choisie et on l'espère désirable et on l'espère hyper cool à accueillir parce que finalement on manquera pas de grand chose, en tout cas pas de grand chose d'essentiel. Soit on va continuer à travailler en silo, chacun pour sa gueule. Et là, on va aller vraiment, vraiment prendre le mur très fort. Et là, ça sera de la pauvreté. Et on n'aura pas un choix. Ça sera quelque chose qu'on va subir. Et quand on subit quelque chose plutôt que de l'avoir préparé, je peux vous assurer que, à mon avis, c'est pas la même. Donc, j'espère de tout cœur que, en tout cas, l'ensemble du système financement, on le voit bien qu'il y a suffisamment de richesse pour pouvoir réussir à faire plein de choses hyper cool. Je pense que l'une des clés, c'est de réussir à créer des synergies, des associations, de se mettre avec d'autres boîtes spécialistes, d'autres choses, de bien comprendre leur système et de se dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait modifier ce truc-là qui est un problème pour toi? Bah, en fait, regarde, ton voisin a la solution. L'innovation, elle vient du fait d'apprendre à parler à son voisin. On ne va pas inventer grand-chose. Hein. On va juste apprendre à se rediscuter ensemble, trouver des projets qui nous bottent, des synergies, et de pas simplement travailler ensemble, mais vraiment viser la coopération, c'est-à-dire viser qu'est-ce qui emmerde l'autre et qu'est-ce que je peux faire moi pour lui faciliter la vie. Alors là, je crois que tu as tout dit. Je suis tenté de passer la parole à Oussem, qui lui est banquier, afin qu'il réponde un peu à cette question vraiment. Monsieur Oussem Ben Malek, vous, dans la banque, en général, vous nous suivez très bien? Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui
fait que sur 2 projets, c'est vrai que vous allez présenter tout à l'heure, vous allez aborder ces questions. C'est surtout pour fermer cette boucle que Maxime a dit qu'il voulait, était tenté de passer la main parce que il ne sait pas vraiment ce qui fait la différence. Vous savez, actuellement, il y a un grand prix de Team pour la planète qui veut soutenir un projet à 1 million d'euros, le projet qui aura le plus gros impact. Et on se demandait la question, comme beaucoup de personnes ici, ou qui vont suivre ce webinaire, se demandaient, je posais la question, qu'est-ce qui fait la différence entre 2 bons projets? On part sur le principe que tous ont de l'impact. Et Maxime a pris un exemple hyper fort là-dessus. En France, il y a une boîte qui prend les plus grandes innovations. C'est vrai qu'ils sont innovants, mais pourquoi c'est toujours eux? Qu'est-ce qui fait que vous, les banquiers, généralement, vous préférez un tel à un autre? Bon, en tant que banquier, la bancabilité donc se résume à la certitude de remboursement et à la maîtrise des risques. Si on parle donc par exemple de projet vert, donc un projet vert, par exemple, devient bancable lorsqu'il présente un modèle de revenu sécurisé, c'est-à-dire des contrats d'achat à long terme signés avec des contreparties solvables, une structure de capital équilibrée, c'est-à-dire un apport en fonds propres, equity suffisant, démontrant l'engagement des promoteurs, skin in the game, limitant l'effet de levier à un niveau soutenable, des garanties et mécanismes de mitigation, recours à des outils de rehaussement de crédit, c'est-à-dire garantie partielle de portefeuille, assurance contre les risques politiques, fonds de garantie locaux, une traçabilité totale, audit trail, un système d'information capable de générer des rapports de performance financière et ESG transparent et audité. Voilà. Voilà, ça c'est très technique, c'est très effrayant aussi pour la plupart des projets, surtout où on est dans le climat. Donc, généralement, comme Maxime le disait, souvent c'est des porteurs de projets assez jeunes qui n'ont pas la moitié des garanties que vous avez citées, mais qui ont pourtant une grande détermination et qui ont un problème devant eux. D'où la difficulté de comprendre ces questions de financement de projets et surtout quand on est dans le climat et qu'on n'est forcément pas dans une optique de solution avec un produit. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de technologie, fabrication et mise sur le marché d'un produit commercialisable. La plupart des projets environnementaux offrent des services écosystémiques. Et parlant des services écosystémiques, nous arrivons chez vous, Madame Docteur Anne-Marie. Vous, qui êtes l'experte des océans, nous sommes sans ignorer qu'actuellement en Europe, comme dans la plupart des pays nordiques, c'est la canicule, même jusqu'aux États-Unis. Alors, les effets des changements climatiques sont hyper présents, sont hyper là, même les plus sceptiques s'en rendent compte. Comment pourrons-nous continuer de vivre si on ne prend pas en compte le milieu marin, qui séquestre plus de la moitié du CO2 coupé aux forêts, avec notre mode de développement hyper croissant actuellement. Donc, vous allez un peu faire la part des choses entre le chercheur, entre la scientifique et les projets, vous accompagnez les projets innovants, mais surtout ressortir des conseils et des éléments clés à prendre en compte, tant pour les porteurs de projets qui nous suivent, mais également pour les gouvernements ou les instituts de recherche pour mettre en avant l'importance de penser science, de penser innovation, mais de penser également projet, car en créant des richesses, on réussit à donner un peu de l'espoir et créer de la sobriété autour de soi. Une grande question que tu me poses là. Comment on va continuer à se développer? Il faut arrêter d'arrêter d'employer le terme développer à mon sens. Comment on va aller vers un futur désirable? Je pense que c'est plutôt ça. Et pour ça, il faut à la fois coupler nos connaissances effectivement scientifiques et les connaissances justement de tous les peuples autochtones qui jusqu'ici ont réussi à préserver leur environnement et malgré tout ce qu'on a essayé de leur faire changer pour certains d'entre eux.
il y a une chose qui me heurte et que j'apprends à mes élèves. Quand on parle effectivement du climat, du changement climatique, il faut savoir que la COP climat, il y avait deux conventions internationales qui ont vu le jour en même temps en 1992. Il y avait la COP, il y avait donc la convention, il y en avait trois même. Il y avait la convention du climat, il y avait la convention de la biodiversité et il y avait la convention sur la désertification. La désertification, plus personne n'en entend parler ou presque, alors que c'est quand même bien à l'ordre du jour. La convention sur le climat, c'est celle qui a vraiment pris le dessus. Je ne vais pas dire qu'il ne fallait pas, mais on est à la COP 30 du climat. On est à la COP 15 de la biodiversité et je ne sais pas à quel numéro on est sur la COP de la désertification. Et pour l'océan, on n'est même pas à la COP 1. Ça sera l'année prochaine. C'est pour vous donner un ordre d'idée aussi de... Tu parlais tout à l'heure, Maxime, de où est-ce qu'on met les priorités. On ne les met pas au bon endroit, à mon sens. On a tout mis sur... il faut le faire. Je ne vais pas dire le contraire. Il faut le faire sur, effectivement, limiter les gaz à effet de serre et compagnie, limiter le CO2, etc. La décarbonation. Et effectivement, il y a énormément de fonds à l'heure actuelle, européens, des millions d'euros, et pas qu'européens, qui vont sur la décarbonation. Mais on arrivera à décarboner, on arrivera à changer, ou au moins à limiter le changement climatique, qu'en préservant la biodiversité. C'est le seul moyen que l'on a. Il n'y en a pas d'autre. Il faut remettre des arbres, il faut remettre des zones humides, il faut s'occuper de la gestion de l'eau, il faut arrêter de gaspiller. Et c'est, à mon sens, la seule solution. Il y a un autre truc qui m'a interpellée dans ce que Maxime a dit, entre autres. Il faut arrêter de travailler en silo. C'est une évidence. Il y a deux choses à mettre en place. On peut travailler effectivement au niveau local avec des petits projets bancables et pour lesquels on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Mais ce petit projet en local doit s'intégrer dans un vaste ensemble. L'écologie, qui est une science, ce n'est que du bon sens, rien d'autre. Il faut arrêter de gaspiller à tout va, quoi. Faut arrêter de... Alors, vous parliez de Team for the Planet. Quand j'ai parlé du projet que nous, l'on a, nous, à Madagascar, qui est de la mise en place d'un port décarboné qui se met dans un système intégré d'air marine protégé, de droit de la nature, parce que aussi, tu disais, la nature n'a aucun droit, on s'en fout en fait. La nature, elle nous donne et on lui rend rien. Eh ben, donnons-lui des droits à la nature et peut-être que on y fera peut-être aussi plus attention. C'est aussi une voie possible. En tous les cas, une voie qu'on voit qu'elle émerge de plus en plus. Par exemple, les droits de la nature font partie de la convention de la Constitution de l'Équateur. On a donné des droits à un fleuve en Nouvelle-Zélande, etc. On a donné ici en Europe les droits à la lagune Mar Menor sous une pression des citoyens parce qu'elle était totalement eutrophisée. C'est aussi un moyen de redonner à la nature son pouvoir. Alors, Oussem, j'adore ce que tu as dit, mais alors pour moi, c'est totalement abscon en fait. Mais tu as complètement raison en disant il faut maîtriser les risques, les revenus sécurisés, la structure du capital, etc. Mais ça, les communautés locales, elles ne peuvent pas le mettre en place. Elles ne peuvent pas le mettre en place toutes seules. Et c'est pour ça qu'il faut des systèmes intégrés et les investisseurs, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas là que pour rapporter de l'argent. C'est ce que je dis, quand vous aurez votre paquet d'argent, vous allez le mettre au milieu de l'océan, vous n'allez pas réussir à refroidir la température. Ça ne va pas marcher comme ça. Il faut peut-être réfléchir à investir différemment. Pour tout le monde, en fait.
pour tout le monde. Voilà. Mais bon, je ne suis pas du tout une banquière ni quelqu'un qui… je ne suis pas le bon exemple pour ça, du tout. Voilà. Merci pour votre intervention. Alors, nous avons envoyé quelques questions de certains internautes et je crois qu'il y a une question ici en commentaire et c'est pour vous. C'est APAF International qui est un groupe qui accompagne les organisations de la société civile africaine dans la mise en place des techniques modernes d'agroforesterie pour préserver la nature, comme on est bien dans le terme de la conservation. Alors, il écrit « Je me demande s'il est tenu compte de la production de richesses par les écosystèmes et si les dégâts présents et différés sont compatibles. » Sont comptabilisés. Oui, mais c'est très, pour le moment, c'est un peu compliqué. Alors, on parle effectivement, et Wissam le parlera beaucoup mieux que moi, de la bancabilité des crédits carbone. On commence à parler aussi des crédits de biodiversité. Mais le calcul des crédits de la biodiversité, pour le moment, ça n'a pas l'air très, très clair. Alors, il y a un autre moyen aussi, c'est le capital naturel. Combien vaut le capital naturel? Et c'est toujours pareil parce qu'on le ramène à une valeur monétaire. Or, c'est bien plus que ça, en fait. On va pas tout intégrer dans la valeur monétaire. On va pas intégrer à la fois la valeur de la biodiversité, la valeur de l'air, la valeur de l'eau, la valeur… C'est extrêmement compliqué de ramener ce qu'on appelle oh merde, comment ça s'appelle déjà? Parce que j'aime pas du tout ce terme. La valeur la valeur écosystémique des écosystèmes, mais ça va bien au-delà de ça. Et c'est pour ça que c'est très difficile de le calculer. Ça sera de toute façon très en deçà de la valeur. Voilà, de toute façon. De toute façon. Merci beaucoup pour votre réponse et pour cette explication hyper claire. Alors, juste pour préciser, excuse-moi Isabelle, Maxime a parlé du fait de la redistribution de l'argent au niveau français, au niveau européen, et c'est aussi extrêmement vrai au niveau international. L'argent, on peut avoir effectivement 1 million d'euros là, un projet pour Team for the Planet. Comme je vous disais, nous, quand on les a contactés, ils nous ont dit, mais votre projet, en fait, il rentre dans aucune case. Non, parce que notre projet à nous, il est intégré. D'accord? Nous, on a un projet intégré qui vaut bien plus qu'1 million d'euros, qui va rapporter effectivement des emplois à différents niveaux, mais non, ça rentre pas dans les cases. Et là, tu te dis, mais c'est quoi l'histoire, en fait? Comment faut faire pour rentrer dans vos cases, en fait? Moi, je comprends pas. Vraiment. Tout à fait. Et je profite pour vous demander, c'est vrai que vous avez déjà dit que vous ne comprenez pas comment on rentre dans les cases, mais d'habitude, dans les projets de conservation de la biodiversité, du milieu marin, que ce soit des océans, des forêts, c'est quel type de projets qui sont plus mis en avant? Mon constat avec mon expérience précédente, c'est que généralement, c'est les mêmes qui ont les financements. Généralement, vous allez voir, c'est les mêmes qui ont les financements. Il y a pas mal d'autres initiatives, il y a pas mal de groupes, d'associations ou des ONG ou de nouveaux groupes de recherche qui émergent. Mais soit vous êtes hyper innovant, comme disait Maxime, et vous gagnez tous les prix, mais généralement, c'est les mêmes. Vous allez voir, c'est DVF par-ci. On est d'accord. Ici dans ce pays, au Cameroun, au Sénégal, au Tchad, c'est eux, c'est les mêmes. Donc, émerge un autre groupe. C'est tellement difficile et encore plus pour les collectivités locales, les associations villageoises. Déjà, arriver à ces grands sommets pour pouvoir pitcher leur projet, comme on dit, montrer, c'est déjà… Il y a tellement de barrières. Mais vous qu'est-ce que vous pouvez donner comme astuce? C'est vrai qu'on critique cela, mais il faut bien qu'on aille de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, ce qu'on est en train, nous, d'essayer de mettre en place,
et on a postulé un appel à projet à l'IRD pour ça, c'est de faire en sorte que les populations ou les communautés locales gardent la gouvernance et la gestion de leur territoire. Et que ensuite, les projets viendront s'inscrire dans cette gouvernance. Et que ça soit la communauté locale qui reçoive l'argent. Bien sûr, il leur faudra de l'aide de gens comme Oussem et autres pour gérer cet argent parce qu'ils n'auront pas les moyens. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il faut arrêter de comment dire, de faire quelque part du colonialisme vert, quoi, tu vois. Parce que, comme tu dis, c'est les ONG, c'est WWF, c'est l'UNESCO, c'est ceci, c'est cela. Et moi qui étais à l'UNOC, je ne sais pas si vous avez été, j'ai été à l'UNOC la dernière, le secrétaire général de l'UNOC disait ce n'est pas l'argent qui manque. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas au bon endroit. Et c'est là qu'est vraiment le problème. Comment, en fait, au niveau local, les communautés locales, quelles qu'elles soient, hein, peuvent se faire entendre pour justement pouvoir décrocher cet argent et être vraiment opérationnel. J'ai pas la solution. Quand je l'aurai trouvée, je vous dirai. Mais pour le moment, je ne l'ai pas, quoi. Je ne l'ai pas. Ouais. Alors, pour Maxime, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, tu as semblé acquiescer à 100% au raisonnement de madame, ce qui est totalement vrai. Ben, moi, je dirais que, parce qu'il y a un monsieur Fousseni qui demande, il est président d'une coopérative, ils ont plus de 5000 hectares de terrain. C'est un groupe d'agriculteurs du Mali que nous accompagnons, bien sûr. Nous sommes en train de voir comment les pousser au maximum. Lui demande comment une petite organisation, et c'est ce que vous abordez, dans sa phase de pilote, peut avoir du financement, comment elle peut, pas forcément de l'argent, avoir l'attention nécessaire pour pouvoir avoir la force de développer ces activités. Et comme madame vous a dit, c'est vraiment... il y a des questions qu'il n'y a pas de réponse, mais généralement, nous, par la force de l'espérance, on vous dit il faut continuer de travailler parce que plus vous travaillez, si vous prenez les solutions, par exemple, Maxime l'a dit tout à l'heure, il faut essayer de créer de la valeur déjà au sein de votre organisation. Qu'est-ce que vous avez que vous pouvez produire et avoir un marché local? Ça peut déjà vous permettre d'avoir un peu de revenus. Et généralement, ces revenus peuvent déjà vous permettre d'avoir quelque chose à mettre sur la table pour avoir une activité de fonctionnement. Et nous sommes à l'ère de l'information où tout va hyper vite. C'est hyper important également de communiquer. Il faut bien communiquer. Il faut qu'on sache que toi, au fin fond de, je sais pas moi, de Bamako, dans ta plantation, tu as 5000 hectares et tu travailles avec 200, 300 femmes, 500 enfants, je sais pas moi, et que cette activité permet de faire vivre un village de 1000 personnes. Quand vous le dites, d'une certaine manière, ça permet de comprendre l'impact et l'enjeu de ce que vous faites. Et ça pourrait attirer l'attention peut-être des hommes de bonne volonté, peut-être des business angels, des gens qui peuvent vouloir vous soutenir ou des programmes comme Afrique Green. Là, on va dire, oh, peut-être on peut faire une vidéo pour vous, peut-être on a un programme de formation pour vous aider à mieux vous structurer et à voir comment développer un modèle économique pour créer quelques activités. Ça, c'est le confort. Ce n'est pas toujours d'essayer d'avoir déjà 50 000 euros ou 1 million pour commencer. C'est déjà avec ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites. Si vous pouvez mettre une réponse derrière cette question, alors ça permet de continuer. Mais si vous avez 5 000 hectares, mais vous attendez bras croisés qu'on vienne vous donner de l'argent, mais ça sera très difficile, ça sera très long. Ça, c'est la réalité. C'est effectivement la réalité. Après, effectivement, comme tu dis, la communication, c'est essentiel, mais faut réussir à présenter le projet. Alors moi, au début juin, j'ai croisé à Biarritz, en fait, le maire d'une commune de Dakar, d'un quartier de Dakar.
Ils ont un projet de restauration. Ils ont un projet de restauration de limitation de l'érosion côtière parce que ils sont impactés par l'érosion côtière, mais il y a aussi un problème de plastique, il y a aussi un problème d'assainissement. Et en fait, c'est pareil, le projet est intégré. Et ce que je lui disais, en fait, puisque de toute façon, ils ne sont pas entendus par leur ministère, je ne sais pas où taper, mais moi, je leur disais, tapez sur le MNUD, en fait, le représentant local des Nations Unies, et présentez votre projet de manière intégrée. Plus il y aura, à mon sens, nous, on a déposé pour Madagascar un appel à projet à l'UNISON. On n'est pas dans les clous du tout. En plus, en étant partie marine, on n'est vraiment pas dans les clous. Le marin est en plus très à part vis-à-vis. Enfin, c'est vraiment pas le truc qui est le plus financé parce que pour le marin, le seul moyen qu'on a de financer des choses, c'est de la décarbonation ou effectivement la mise en place d'aires marines protégées. Alors, Maxime, tu disais les poubelles servent à rien, les aires marines protégées non plus. Ça rapporte rien à personne. Donc, qui va les financer, entre guillemets? Donc, il faut démontrer que effectivement, elles sont bancables parce qu'il y a un crédit de biodiversité derrière. Elles sont bancables parce qu'il y a un crédit de captation du CO2 derrière. Mais tout ça, pour monter les dossiers, les communautés locales ne vont pas être toutes seules, elles vont pas le faire. Elles vont pas pouvoir le faire. C'est et il faut qu'elles montrent, comme tu disais Ismaël, elles occupent pour la partie forêt là, elles gèrent tant d'hectares, même tout simplement un dossier comme ça. Elles gèrent tant d'hectares, elles occupent tant de femmes, tant d'hectares, elles peuvent trouver sur Internet, et ben ça capte tant de carbone. Et ben plus il y aura de dossiers à déposer à l'ONU, au bout d'un moment ils vont ouvrir les yeux, quoi. Je sais pas comment faire en fait autrement, tu vois. Oui, c'est l'une des questions à laquelle Oussem a la réponse parce que il va, en plus de sa casquette de banquier, il est expert de certaines questions hyper importantes et qui sont hyper regardées maintenant, que ce soit les rapports CSRD, c'est-à-dire ces rapports qui montrent qu'une entreprise montre comment elle s'engage à réduire son taux de carbone émis, que ce soit par des moyens techniques et technologiques pour les capter ou en soutenant des projets qui ont de l'impact à d'autres niveaux. Ça peut être en Europe ou sur le continent africain. C'est les rapports ESG. Et voilà, Oussem Ben Malek, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous présenter ce que vous faites, toutes ces questions. Et bien sûr, on va arriver sur les questions bancables parce que c'est le maître mot. C'est ce qui retient tout le monde là maintenant. Alors, vous avez la parole. Votre micro, il est coupé. Donc, bonjour à tous et à toutes et à tous. C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette masterclass AfriGreen 24. Je remercie chaleureusement Ismaël pour cette invitation, ainsi que mes co-panélistes Anne-Marie et Maxime. Autour de cette table virtuelle, nous avons aujourd'hui donc 4 experts branchés en direct, unissant leurs forces autour de l'économie circulaire, de la conservation, de l'économie bleue et du financement au climat. C'est une opportunité unique pour vous, entrepreneurs, dirigeants, consultants, de capter une vision à 360 degrés des exigences réelles du marché. Donc, je vais commencer par vous raconter une situation qui résume parfaitement notre défi actuel. C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur africain qui avait conçu une solution magnifique de recyclage des déchets plastiques pour créer des pavés écologiques, un projet à fort impact social et environnemental. Il postule à un fonds international pour obtenir 500 000 $ américains. Il avait un pitch parfait, une passion débordante, mais face au comité de financement, le suspense s'est installé. Le président du comité lui a posé 3 questions. Quel est votre scope 3? Pouvez-vous me fournir votre rapport d'audit ESG? Et quelle est la formule exacte de votre calcul carbone par pavé produit? Donc l'entrepreneur n'a pas pu répondre et le projet a été rejeté.
Ce cas est directement inspiré de plusieurs situations réelles que j'ai observées tout au long de ma carrière. Le financement ne récompense pas les bonnes intentions, il récompense les preuves. Un projet vert sans données pour un banquier n'est pas un projet, c'est une opinion. Donc, en tant que banquier expert en risque de crédit et en finance durable, je vois ce scénario se répéter presque tous les jours. C'est le grand paradoxe africain. Des milliards de dollars de financement climatique dans des fonds dorment dans des fonds internationaux, tandis que nos entrepreneurs sur le terrain manquent de capitaux. Pourquoi? Parce que nous faisons face à un profond choc des cultures. Donc le porteur de projet parle d'impact et de passion. Le banquier, lui, regarde une grille d'évaluation des risques et des ratios financiers. Donc mon objectif aujourd'hui, avec ma double casquette de banquier et de cofondateur de Green Insight, est de vous donner les clés pour aligner ces deux mondes. Concrètement, cela veut dire transformer votre impact environnemental en chiffres clairs que la banque comprend et peut valider. Pour réussir, là où la majorité échoue, vous devez impérativement éviter 3 pièges fatals. Le premier, c'est le flou méthodologique. Donc le banquier fuit l'opacité et les chiffres sortis de nulle part. Le deuxième, c'est l'hyperfocalisation sur l'impact au détriment de la structure financière. L'écologie n'annule pas les lois de la gravité financière. Il vous faut un modèle de revenu solide. Le troisième piège, c'est l'ignorance des risques de transition. C'est-à-dire quoi, les risques de transition? C'est-à-dire ne pas anticiper comment les nouvelles réglementations mondiales vont impacter votre activité demain. Donc c'est précisément pour vous éviter ces erreurs que Smaël et les équipes d'AfriGain 24 ont rédigé l'e-book qui vous est offert aujourd'hui, comment financer un projet vert en Afrique. En tant que banquier, je vous conseille vivement de le télécharger, car il détaille les critères de sélection des bailleurs pour construire un projet financièrement et techniquement robuste. Pour contrer ces pièges, donc, vous devez appliquer 3 règles d'or absolues. Donc, la règle d'or numéro 1, c'est de démontrer la double matérialité, c'est-à-dire comment le climat impacte votre rentabilité et comment votre activité impacte l'environnement. La règle d'or numéro 2, c'est ancrer votre projet dans des standards internationaux reconnus, comme le GHG Protocol pour le carbone ou les normes d'impact de l'ISSB. Règle d'or numéro 3, donc, c'est apporter des preuves physiques et quantifiables de votre éligibilité verte. Mais concrètement, si vous décidez demain de demander un crédit vert, donc quelles sont les démarches à suivre? Quelles pièces devez-vous mettre dans votre dossier? En tant que banquier, voici la feuille de route exacte que je vous recommande. Donc la première démarche, c'est l'auto-évaluation de votre éligibilité verte, bien avant de prendre rendez-vous avec le banquier. Donc vous devez qualifier votre projet selon la taxonomie de la banque. La deuxième démarche, c'est la structuration de votre business plan financier classique, car la banque cherche d'abord la capacité de remboursement. La troisième démarche, c'est la consolidation de vos indicateurs d'impact à travers une note ou un rapport extra-financier complet. Donc, quelles sont alors les pièces les plus importantes? La checklist absolue pour que votre demande de crédit vert soit acceptée dès le premier examen. Votre dossier doit être divisé en 2 piliers. D'un côté, les pièces financières incontournables, vos états financiers audités de 3 dernières années, si vous existez déjà, vos prévisionnels de trésorerie sur 5 ou 7 ans, et vos contrats de vente ou lettres d'intention de vos acheteurs qui prouvent la réalité de votre marché. De l'autre côté, c'est là que se joue le crédit vert, les pièces d'intelligence environnementale. Il vous faut impérativement un rapport d'audit ou d'évaluation ESG récent qui note votre gouvernance et vos pratiques sociales. Il vous faut donc une attestation ou un rapport de calcul de votre empreinte carbone, validant les émissions évitées. Et enfin, il vous faut l'autorisation environnementale officielle de votre ministère ou de l'agence locale de protection de l'environnement, car aucune banque ne financera un projet vert s'il n'est pas en parfaite conformité légale.
Donc, laissez-moi vous montrer comment ces pièces font la différence à travers 3 exemples très concrets. Donc, si vous portez un projet d'agriculture durable, par exemple une coopérative de café ou de cacao, la pièce maîtresse sera vos données géospatiales pour prouver l'absence de déforestation et une étude technique démontrant que votre système d'irrigation connecté réduit la consommation d'eau de 35% par tonne de culture. Si vous êtes dans l'efficacité énergétique pour une usine agroalimentaire, la pièce maîtresse consiste à présenter un audit énergétique initial montrant que l'installation d'une toiture solaire photovoltaïque va réduire l'intensité carbone de votre production de 25%, évitant des tonnes de CO2 par an. Enfin, si vous gagnez votre vie dans l'économie circulaire avec une unité de gestion des déchets, la pièce maîtresse de votre dossier réside dans la traçabilité complète de votre chaîne d'approvisionnement en mesurant la quantité exacte des déchets organiques détournés des décharges à ciel ouvert. Voilà ce que la finance attend. Des pièces officielles, des chiffres, des pourcentages et des métriques vérifiables. Donc le grand défi pour vous, c'est de collecter et de structurer toutes ces pièces complexes sans y passer des mois. C'est pour résoudre cette équation que nous avons créé Green Insight. C'est une plateforme d'intelligence environnementale conçue pour automatiser et fiabiliser la production de vos données USG et carbone. Donc, nous appliquons une approche Glassbox, ce qui signifie que toutes nos formules de calcul sont transparentes, traçables et auditables. Notre module de scoring USG digitalise votre évaluation pour générer une note chiffrée immédiatement exploitable pour un comité de crédit. Nous intégrons également les modules réglementaires internationaux comme les normes IFRS S1, IFRS S2 ou la CSRD européenne. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que si vous exportez vers l'Europe ou si vous visez les grands bailleurs mondiaux comme la SFI ou la Banque africaine de développement, ces rapports de conformité sont devenus des pièces obligatoires dans les dossiers de demande de financement. Mais la technologie seule ne suffit pas, elle a besoin de la puissance et de l'ancrage du terrain. C'est ici que notre alliance stratégique avec AfriGreen 24 prend tout son sens, basé entre le Cameroun, Paris, Bologne. AfriGreen 24 est un facilitateur exceptionnel qui fait monter en compétence les acteurs locaux à travers des formations, du mentorat et un suivi rigoureux de l'exécution des projets sur le terrain. En unissant nos forces, nous créons l'écosystème le plus complet du marché africain. AfriGreen 24 apporte sa fine connaissance du tissu entrepreneurial et sa capacité à structurer les initiatives. Green Insight apporte la puissance d'un moteur de calcul certifié et la rigueur d'une analyse de risque bancaire. Donc, ensemble, nous rendons vos projets crédibles, transparents et nous rassemblons pour vous l'ensemble des pièces requises. Réduisons le temps d'analyse des dossiers par les banques de plusieurs semaines à quelques jours. Donc, c'est pourquoi nous lançons aujourd'hui une passerelle exclusive. Tous les entrepreneurs et porteurs de projets qui collaborent avec AfriGreen 24 ont désormais l'opportunité unique de se faire accompagner directement par nos équipes pour déployer les modules technologiques de Green Insight sur leur structure. Bon, pour conclure, je veux vous dire ceci. Donc, le manque d'argent pour le climat en Afrique est un mythe. Les capitaux mondiaux cherchent désespérément des projets africains de qualité où s'investir. Ce qui manque réellement, ce sont des dossiers documentés qui rencontrent les exigences strictes de la checklist financière globale. Ne venez plus jamais voir un banquier avec une simple promesse ou un dossier incomplet. Venez à lui en ayant évité les pièges armés de votre checklist, de pièces au complet et d'un passeport ESG incontestable. Donnez au banquier les outils techniques pour vous dire oui. Donc notre plateforme est disponible. Il est conçu pour s'adapter aux réalités économiques et opérationnelles de notre continent. Donc découvrez cet outil et testez-le, rejoignez l'écosystème AfriGreen et Green Insight et bénéficiez de cet accompagnement conjoint pour transformer définitivement vos opportunités en succès bancable. Donc je vous remercie pour votre attention et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions lors de notre session d'échange. Merci beaucoup. Merci à toi, Oussem Ben Malek. C'était une présentation
formidable, hyper banquier, mais également hyper spécialiste. Il a dit tout cru ce que nos autres, on va dire, fonds du non-profit ou de la nature ne disons pas, parce que nous, on aura du mal à valoriser, à calculer tous les services que les actions de conservation ou d'économie circulaire valent. Et on est, nous, hyper réticents à ces idées d'avoir tellement de garanties pour pouvoir avoir l'impact sur le terrain. Mais franchement, formidable. Et je tiens à rappeler que le webinaire est enregistré, donc vous pourriez le suivre pour aller mettre pause à chaque fois pour comprendre les éléments qu'il a dit, parce que c'est hyper important. Mais également, il a précisé, nous avons pour tout l'ensemble des 153 personnes qui ont rempli le formulaire pour pouvoir suivre ce webinaire, nous leur avons offert gratuitement le livre qui donne les astuces de montage du dossier pour la recherche de financement international. C'est vrai, c'est un élément important pour qu'il puisse avoir, parce que on a plusieurs documents qui sont faits par nos experts. Comme il vous l'a expliqué, Oussem Belmalek est le CEO de Green Insight. C'est une start-up tunisienne qui vous accompagne dans les calculs des facteurs ESG, comme on l'appelle souvent, pour la rédaction des rapports hyper recommandés et hyper exigés par des bailleurs de fonds, et maintenant même par la communauté de l'Union européenne, bien sûr, et les Nations Unies qui mettent plus de 50 000 entreprises européennes sous la pression des rapports CSD, c'est-à-dire des Corporate Sustainable Reports, doivent montrer leur engagement climat afin de continuer leur croissance. Et quand vous ne pouvez pas avoir ces rapports, vous ne pouvez pas expliquer clairement, simplement, à travers des données chiffrées, comme Maxime le dit souvent, la data, c'est un élément hyper fondamental de nos jours dans la valorisation de ce que vous faites, dans la valorisation de votre projet. Et vous n'avez forcément pas toute l'expertise, vous, en tant que président de start-up, d'ONG ou d'association, ou toute la compétence. Même si vous l'avez, généralement, vous n'avez pas tout le temps que ça prend pour monter ce dossier entre les activités de terrain et la recherche de financement. C'est tout un boulevard, et si vous ne vous organisez pas bien, vous pouvez laisser l'essentiel pour aller au futile. Et si vous courez derrière la recherche de financement en ne déployant plus vos activités et que par après, vous n'êtes pas financé, vous avez beaucoup de mois de retard sur vos activités et parfois sur le marché, vous êtes rattrapé, d'où c'est hyper important de vous faire accompagner. En vous faisant accompagner, c'est gagner beaucoup de mois de perte de temps, parce qu'il y a des gens qui sont calés comme Green Insight à faire ces éléments. Et aujourd'hui, nous développons également la plateforme Afrique 24 qui vous permettra de gérer facilement votre projet, d'avoir ces calculs. Mais Green Insight, ils sont beaucoup plus pointus là-dessus. Et notre partenariat permet d'accompagner tous les porteurs de projets qui ont une certaine taille, où ces rapports sont déjà recommandés s'ils veulent avoir. Par exemple, quand on dit vous allez postuler au 1 million d'euros de Green Insight, de Team for the Planet, alors vous devrez avoir une certaine structuration du dossier qui doit être béton. Et ce n'est pas tout ce que vous le faites. Vous pouvez le faire, mais vous passerez sûrement beaucoup de temps. Et vous pouvez vous accompagner, vous ne perdez rien. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se forme toujours, et c'est un élément hyper important. Merci Oussem d'avoir mis un accent là-dessus. Alors, nous avons pas mal de questions dans la barre de chat qu'on va répondre tout à l'heure. Mais déjà, monsieur Oussem, vous avez des questions c'est vrai, vous avez répondu à pas mal de questions. Vous avez environ 7 questions que nous avons pu recenser, et vous avez envoyé que les internautes ont pensé. Comment les banques africaines peuvent-elles mieux accompagner les projets liés à la transition écologique? Parce que là, vous avez parlé, vous avez déjà répondu cela, mais en quelques mots, pour retenir, pour qu'un entrepreneur comprenne, pouvez-vous redire cela simplement?
les facteurs les plus importants qu'ils doivent mettre en œuvre, faire voir dans leurs documents afin que les banques africaines puissent leur apporter leur soutien, mais surtout le côté écologique. On sait que ce n'est pas toutes les banques qui financent les projets écologiques. Que pouvez-vous répondre à notre entrepreneur? Oui. Une question donc très pertinente. En fait, le secteur bancaire local doit opérer une transformation profonde, dépasser la simple logique de guichet, c'est-à-dire intégrer le risque climat dans l'analyse du crédit standard, évaluer comment le changement climatique ou les nouvelles réglementations comme la taxe carbone aux frontières européennes MAC affectent la solvabilité future de leurs clients emprunteurs, créer des lignes de financement dédiées, Green Lines, en partenariat avec les DFI tels que l'AFD, la BAD, le KfW, pour proposer des maturités plus longues et des taux d'intérêt incitatifs adaptés aux projets verts qui ont souvent des temps de retour sur investissement plus longs. Développer l'ingénierie financière et le conseil, c'est-à-dire accompagner les clients dans la structuration de leurs projets, car la PME africaine a autant besoin d'assistance technique pour mesurer son empreinte carbone que de capital. Voilà. Alors, pour vous relancer, il y a APAF International, je crois que c'est M. Pascal. C'est un groupe c'est une ONG internationale, comme je vous ai dit, qui accompagne les agriculteurs, les communautés, les villages dans la mise en place des systèmes de production agricole durable, notamment l'agroforesterie. Et là, ils existent depuis plusieurs années. Ils expliquent dans le commentaire que eux, avec leur système, nous vulgarisons des systèmes agroforesterie en milieu villageois en Afrique. Dans les systèmes agroforestiers café-cacao que nous créons, nos SAF peuvent sécréter 300 tonnes de CO2 en 25 ans. Et je précise qu'ils existent depuis une vingtaine d'années, si je ne me trompe. Alors, un projet qui peut démontrer cette quantification, quand on sait combien vaut la tonne de CO2 sur le marché carbone actuellement, est-ce que vous pensez qu'ils ont la chance d'avoir un accompagnement banquier? C'est vrai qu'il y a des programmes d'accompagnement, il y a des grants, que ce soit l'AFD qui soutient certains projets à impact, mais si on prend simplement ce chiffre, parce que s'il séquestre 300 tonnes de CO2 en 25 ans, il parle des villages. Ça veut dire qu'il y a également un facteur humain hyper important. Est-ce que ces éléments pèsent assez dans un dossier pour pouvoir être bancable, trouver un financement dans les banques? Monsieur Houssem. Alors, le micro, on ne vous suit pas. Votre micro, il est coupé. Ne nous suis pas, Houssem. Est-ce que tu nous écoutes? Vous avez suivi la question? Vous avez suivi la question? Vous pouvez parler votre micro maintenant. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? En fait, la question, c'est le groupe APAF qui disent qu'ils accompagnent des producteurs de café de cacao et dans l'ensemble des champs, dans les pays qu'ils accompagnent, eux, ils peuvent séquestrer jusqu'à 300 tonnes de CO2 en 25 ans. Est-ce que, connaissant la valeur de la tonne de CO2 dans le marché carbone et dans l'impact sur les rapports ESG et CSRD, est-ce que cet argument est assez valable pour pouvoir mobiliser un financement bancable? Oui, je vais poser donc la question autrement. Donc, les crédits carbone représentent-ils donc une véritable opportunité pour les PME africaines ou seulement pour les grands projets? Aujourd'hui, donc, le marché des crédits carbone reste structurellement complexe et coûteux. Frais d'audit, de certification, de courtage, ce qu'il a longtemps réservé aux grands projets d'infrastructure ou de reforestation,
Cependant, donc, l'opportunité émerge pour les PME grâce à deux leviers. Donc, le premier levier, c'est la méthodologie de regroupement, agrégation, permettre à des dizaines de PME, exemple dans l'agriculture ou l'efficacité énergétique, de mutualiser leurs efforts pour atteindre la taille critique requise pour les standards internationaux, Gold Standard ou Vera. Secondo, la prime sur la valeur ajoutée locale. Les crédits carbone africains qui intègrent de forts co-bénéfices sociaux, création d'emplois, autonomisation des femmes, préservation de la biodiversité, se négocient à un prix plus élevé sur le marché volontaire. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Et c'est très important pour nous d'avoir un banquier parmi nous et en même temps entrepreneur vert. Alors Maxime, nous allons revenir vers toi. Et il y a une question hyper importante qu'on a posée pour toi et je ne sais pas si tu l'as vue. Alors, s'il faut faire un retour d'expérience de Synchronicity, attends que je lise bien, sur Synchronicity, c'est-à-dire là, on est bien. Alors, quel est le retour d'expérience de Synchronicity vous semble le plus inspirant dans les entrepreneurs africains? Alors, on fait un petit peu une comparaison entre l'entrepreneuriat africain. Quel est votre retour d'expérience et qui peut être important, qu'on peut valoriser qui peut être, je ne trouve pas mes mots, mais qui pourrait inspirer un entrepreneur africain de l'économie circulaire, ce que vous avez observé et qui compte vraiment? Il y a déjà un point qui est quand même un point important. Je pense que je ne sais pas quel est le profil des personnes qui sont là et quelles sont leurs demandes. Mon associé, un jour, m'a posé cette question et m'a dit: est-ce que tu sais combien de temps on met pour compter jusqu'à 1 million? À raison de 1 seconde égale 1 euro. À combien de temps est-ce qu'on va mettre pour compter jusqu'à 1 million? On va mettre 13 jours. Donc, combien de temps maintenant on met pour compter jusqu'à 1 milliard? C'est 33 ans. Wow. 33. 13 jours, 33 ans. Et donc, c'est là où aussi on se rend compte de, quand on parle de projet, en fait, quelle est l'échelle et quel est l'objectif de ce qu'on va donner sur le projet. Est-ce qu'on veut parler de projet déjà, quand on parle de projet à millions, ça nous paraît beaucoup. Et vous imaginez, quand on parle de projet à dizaines, centaines, et quand on parle de projet à milliards, on se rend bien compte de la différence qu'il peut y avoir en termes de masse financière générée. Donc, quelle est l'envergure du projet qu'on veut mener? Je pense que c'est déjà un point important et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut avoir des éléments preuves. Il faut montrer que les modèles économiques fonctionnent. La bonne idée, elle ne suffit pas. Tu m'entends correctement ou pas? Parce que j'ai des lags sur le... On te suit, c'est bon. Là, maintenant, on te suit très bien. Ok. Ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas hésiter à commencer petit, à tester ces idées, et avant même de tester, de regarder déjà ce qui existe. Je pense vraiment qu'il est grand temps. Si tu as une idée extraordinaire et qu'elle existe nulle part, ok, super, lance-la, go, vas-y. Mais franchement, je ne pense pas qu'il en reste beaucoup. Je me dirais plutôt quelles sont les idées qui ont déjà émergé. Je voyais dans le chat des projets qui sont là depuis 10, 20 ans. Et ça, c'est des projets qui ont même s'ils créent des synergies, des coopérations. Et si ton idée est extraordinaire, développe-la, mais associe-la tout de suite, soit à d'autres plus petites structures, soit d'autres structures, petites, moyennes ou même très grandes. N'aie pas peur de la partager parce que sinon, au mieux, elle cartonnera, mais tu seras toujours tout seul avec ton idée et c'est pas ça qui changera les choses en grand. Et si tu la partages et si tu prends le risque de la perdre finalement et de l'offrir, dis-toi que si tu portes ça en toi, si tu crois dans ton projet, parce que tu seras toujours plus fou que l'autre qui va essayer ensuite de te la prendre, de te la copier, etc. Mais le temps qu'il essaye même de la copier, tu auras déjà inventé autre chose, tu auras déjà itéré ton système.
Et donc, je pense que ces systèmes-là, par itération, c'est-à-dire step by step, avec une vision future peut-être, mais n'hésite pas à lancer, tu feras des erreurs, c'est pas grave. Challenge-toi, sois toujours ouvert à ce qui se passe autour, mais et pour commencer petit, la coopération. Moi, j'aime bien le côté, j'ai un terme que j'aime bien qui s'appelle, merde, c'est un truc, c'est genre de mélange de concurrence, la coopétition. Tu vois, la coopétition, c'est comment est-ce que tu peux avoir des concurrents, mais qui ne font pas tout à fait la même chose que toi, et tu vas t'associer parce que, en fait, si on résout ce problème-là ensemble, ça nous fera, tous les deux, ça nous changera, ça nous améliorera tous les deux notre vie au quotidien, et ça nous permettra de développer notre truc. Donc la coopétition, ne pas hésiter à mélanger coopération et compétition. Ça, je pense que c'est un truc qui est cool. Et après, j'aime bien les exemples très précis. Quand j'ai commencé à comprendre que 50% des budgets des déchets des centres-villes urbains, c'était les cartons des commerçants. Les commerçants, en fait, c'est eux qui génèrent le gros des volumes dans le déchet. Donc, c'est là où il faut taper. Ensuite, rapidement, tu comprends que les cartons, l'emballage, en fait, prend beaucoup de place et c'est ça qui coûte de l'argent. Dans beaucoup de choses, c'est l'entropie. C'est-à-dire, l'entropie, c'est si c'est de l'amour ou de l'argent, c'est cool parce que ça veut dire que c'est réparti équitablement. Si c'est de l'or dans une mine, c'est moins cool parce qu'il va falloir développer beaucoup d'efforts pour aller récupérer finalement une quantité d'or qui est assez diffus. Et donc, dans ces systèmes de calcul, quand j'ai eu besoin de commencer à collecter les cartons des commerçants, je n'avais pas les moyens d'avoir une presse, je n'avais pas les moyens d'avoir un service de collecte, je n'avais pas les moyens de trouver des partenaires qui allaient me racheter mes cartons parce que mon modèle commençait, donc il fallait bien prouver déjà les choses au départ et construire le modèle économique de l'intuition. Et on a été voir Carrefour, on avait déjà parlé la dernière fois, et on leur a dit vous avez une presse, elle sert 2 heures par jour. Si ça vous intéresse, moi je vais payer pour collecter les cartons. Je vous ramène les cartons. En contrepartie, vous me prêtez votre presse pour que je puisse les mettre dedans et en faire des balles conformes. Et je vous offre cette matière première que vous allez pouvoir revendre aux alentours de 100 € la tonne. Et en fait, ça permet de se lancer. Et eux, c'était cool pour eux. Ils gagnaient de l'argent avec un truc qui était peu utilisé, quelques heures par jour. Nous, ça nous permettait du coup d'aller collecter et commencer à tester nos systèmes. Et puis, une fois qu'on avait la taille suffisante, on a pris un local et puis des presses. Au départ, on avait des prestataires partenaires. Après, on a intégré des équipes en continuant à garder des partenaires pour rester sur ce côté flexible. Mais quelle est l'ambition de votre projet ? Si vous êtes déjà très gros, etc., oui, vous pourrez aller développer des projets, poser des chiffres sur d'abord un modèle économique. Et puis ensuite, pourquoi votre modèle économique, il est mieux que le modèle économique qui est moins green que le vôtre ? Mais d'abord votre modèle économique et ensuite, le bon sens va rapidement vous faire en sorte que vous allez faire de l'environnement. Anne le disait tout à l'heure, c'est le bon sens qui fait que les modèles économiques ils fonctionnent. Et le bon sens, par contre, il faut le traduire derrière avec de la data pour mesurer où est-ce que vous êtes, pour vous donner une trajectoire, pour pouvoir analyser est-ce que vous êtes sur le bon chemin, le parcours par rapport aux engagements que vous avez pris par rapport à vos partenaires bancaires ou vos partenaires tout court d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à commencer petit et regardez autour de vous. Parlez à votre voisin. La synergie, c'est la clé. Quand tu le dis, Maxime, c'est hyper vrai. Je me rends compte à l'instant que nous, comme tu le sais, j'ai fondé Madi by Nature à l'époque quand j'étais plus jeune. On recyclait les déchets, les bouteilles plastiques pour faire des bateaux. Peut-être que certains d'entre vous l'avez vu, on a été très fameux. On est passé dans pas mal de médias, le journal Le Monde, Canal+. Actuellement, il y a même un documentaire qui passe là, sur moi dans mes bateaux, avec des bouteilles sur la mer. Des gens ont capté et ils m'ont envoyé sur Facebook. Donc, on a été pas mal fameux, mais on avait pas mal de difficultés. On avait du mal à comprendre ce que tu dis, Maxime. C'est qui est hyper fondamental et hyper important. Parce que quand on est entrepreneur, on veut avoir tout. Ces machines, la première presse, la déchiqueteuse, la moule. On veut faire ses produits, on veut vendre, on veut distribuer, on veut tout faire. Et ça demande beaucoup d'argent. Pourtant, je me rends compte que les brasseries du Cameroun, qui est un groupe français, bien sûr, Pierre Castel, ils ont au sein de leur entreprise des presses et des déchiqueteuses. Ton modèle, il est parfait.
Si une asso vient dire, écoutez, il y a plein de déchets dans les rivières, nous on va les collecter. Vous avez des camions qui livrent des bières, des jus, vous pouvez nous les transporter pour déposer à votre usine. Nous on les presse et après on amène auprès de votre déchiquetteuse, on les déchiquette, on vous donne un côté, on appelle ça RSE, hyper important. Je crois qu'ils vont vous financer. Ils ne vont même pas vous financer, vous n'avez pas besoin d'argent. Non, c'est du mécénat de compétences. Voilà. L'argent, c'est aussi utiliser des choses qui sont peu utilisées. Je vous donne un exemple que j'adore et qui peut parler, je trouve, en termes de modèle économique. Ma société est en charge de créer le cluster déchets du Grand Port Maritime de Marseille. Donc, comment faire en sorte de traiter l'ensemble des flux de déchets issus de beaucoup du monde maritime, les groupes croisières ou les gros bateaux qui viennent approvisionner en pétrole ou autre, parce que Marseille est une grosse place également industrielle. Et on bosse beaucoup avec les groupes croisières. Et dans ces groupes croisières, il y a un groupe croisière qui fait des bateaux plus petits que les autres, qui s'appelle le Ponant. Le Ponant, ils sont plutôt sur des territoires insulaires, donc ils voyagent d'île en île. C'est une ville qui flotte, donc ils génèrent un certain nombre de déchets. Et donc, ils se posaient la question, comment est-ce que je vais faire pour bien gérer mes déchets? Et ils ont commencé à s'intéresser à cette question. Donc, ils ont été voir à bord, ok, comment c'est géré, c'est pas terrible. Mais surtout, ils ont été voir dans les îles où ils allaient en disant, quels sont les moyens de traitement que vous avez? Moi, je peux vous donner du verre, des biodéchets, des plastiques, je peux les trier, je peux les organiser, mais est-ce que vous avez les moyens de les traiter? Et en fait, on se rend compte comme ça d'absurdité qui, sur certaines îles, les réglementations, notamment la réglementation Marpol, les obligent à les déposer pour ne pas dépasser des seuils de stock à bord. Et ils disent, mais c'est complètement débile. Dans cette île-là, je vais aller déposer ma balle de plastique parce que j'ai atteint mon seuil, mais je sais très bien qu'ils n'ont pas les moyens de traitement dans cette île. L'étape d'après, ma prochaine escale, eux, ils ont les moyens et justement, les déchets plastiques, ça les intéresse parce qu'il y a une petite usine. Donc, ils prennent conscience de ce problème-là. C'est-à-dire, si on fait parfaitement à bord, mais qu'en face, quand on arrive en escale, en fait, il n'y a pas le système de traitement, tout le travail qu'on aura fait, nous, ne servira à rien. Donc, ils se mettent en relation avec l'interface du port, qui est vraiment le beau monde, en tout cas, qui permet de se rencontrer, le monde de la mer et de la terre. Je trouve que les ports sont un lieu absolument incroyable pour développer des projets. Et ils disent maintenant, en fait, comment est-ce qu'on peut vous aider? Moi, je vais vous donner tant de tonnes de plastique à traiter parce que je vais faire tant d'escales avec tant de passagers et donc je pourrais vous donner ça. Vous, actuellement, vous n'avez pas de système de traitement. On va aller chercher soit Carbon Blue, soit Plastic Odyssey qui peuvent mettre en place, qui eux-mêmes sont financés en partie pour mettre en place des micro-usines de traitement. Et tout d'un coup, deux mondes qui ne se parlaient pas, le bâtiment de croisière avec ses courses, et puis ce port qui ne savait finalement pas bien ce qu'il devait réussir à faire, et le système industriel qui existait ou qui n'existait pas. Le monde commence à se parler, et tout d'un coup, un truc qui était chiant et qui coûtait de l'argent à tout le monde devient quelque chose qui est bénéfique pour tous. Donc, ce n'est pas non plus des gros montants. Ça coûte pas cher, en fait, de coopérer et de créer des systèmes économiques. Cet exemple-là, je trouve, de comment est-ce qu'on arrive à finalement développer un système bénéfique pour tous est assez significatif de ce qu'on doit être capable de faire. Tu donnais l'exemple de la logistique. Oui, si tu sais qu'il y a un camion qui vient déposer tel produit tous les lundis et que toi, tu as une production agricole et que tu dois aller livrer des choses à l'opposé de cette logistique, nous, pour vous, peut-être qu'en Afrique, ça paraît hyper logique, mais nous, on a perdu ces trucs-là. On a perdu cette capacité et on a des camions et des trains et des trucs et plein de choses qui bougent dans tous les sens. Et finalement, quand on voit le taux d'usage, on se dit qu'il y aurait moyen de faire beaucoup mieux pour pas cher, en fait. Le taux d'usage, c'est un taux qui est quelque chose qui est intéressant aussi, je trouve. Merci Maxime. Ce sont les éléments hyper importants que les porteurs de projets doivent prendre en compte. Parfois on veut tellement le financement qu'on oublie de comprendre qu'on peut déjà commencer à faire à son petit niveau avant de continuer ce raisonnement. Il y a le COPAPAF qui demande je relève que les projets carbone en Afrique sont recherchés. Ou bien ai-je mal compris? Bien sûr, les projets carbone ne sont hyper recherchés.
pas seulement en Afrique, mais je crois qu'également à l'international. Et maintenant, il y a une méthode de le valoriser, pas forcément en Afrique. Il y a des groupes, il y a des grosses entreprises en Europe, c'est un sujet sur lequel Afrogain travaille. Il y a plus de 50 000 entreprises qui sont sous la pression des rapports CSRD et des rapports ESG. La France, d'ailleurs, a été sanctionnée par la Commission européenne à plus d'1 milliard d'euros parce qu'elle n'arrivait pas à recycler ses déchets. Donc, il y a tous ces éléments qui limitent que le taux de développement, de croissance de certaines entreprises soit plafonné parce que l'Europe est encore bien dans sa neutralité carbone d'ici 2050. C'est vrai qu'avec le retrait de certains acteurs des accords de Paris et autres, c'est un débat, mais l'Europe encore dans ce plan PNRR, comme on dit ici en Italie, est encore bien fixée là-dessus et c'est une pression qui pèse sur les épaules des entreprises. Et en Afrique, de plus en plus, des systèmes RSE se mettent en place dans les entreprises et il y a des groupes internationaux qui se déploient, ces multinationales, qui sont tenus de respecter ces règles, même si avec la flexibilité, le laxisme de la loi dans nos pays africains, fait qu'ils jonglent encore un petit peu. Si, avec le groupe APA, vous réussissez à monter des bons dossiers, si vous faites accompagner par des personnes qui comprennent comment ces choses fonctionnent, je crois que vous pouvez bien les taper sur la tête et trouver qu'ils vous accompagnent. Oui, Maxime, tu veux mettre… Ouais, il y a un autre truc, je pense, qui est important, c'est effectivement, il faut des chiffres, de la data et les nouveaux outils informatiques et IA nous permettent maintenant, quand c'est bien utilisé, et Houssen a l'air de maîtriser parfaitement tout ça, ça vous permet de faire gagner beaucoup de temps pour créer des indicateurs. Mais attention aussi à pas créer des usines à gaz trop complexes qui vont faire qu'on va commencer à prendre en mesure des choses comme le bilan carbone. Mais franchement, le carbone, mais on s'en tape. Enfin, si la planète est morte et qu'il fait 25 degrés et que le carbone est au bon niveau, super, ben, c'est pas ça qui va nous donner à manger. Enfin, donc attention sur ces critères. Moi, il y a un truc que j'aime bien qui s'appelle les objectifs de développement durable, les ODD. Je trouve que c'est un système qui est assez intéressant. Quand nous, on monte des projets en consortium, ce qu'on fait par rapport à ces objectifs de développement durable, c'est qu'on les superpose comme des calques. En fait, tu as les X critères et en fonction, tu as, j'en sais rien, le droit des femmes, préservation de l'eau, la nourriture. Enfin, tu vois, franchement, les critères sont hyper bien foutus. Et en fait, quand tu les superposes, toi, tu fais ton analyse par rapport à ces critères et quand tu vas le superposer avec ton partenaire, tout d'un coup, tu vas voir que, ah bah tiens, c'est marrant, on est très forts tous les deux sur cet ODD-là. Ah, par contre, là, sur celui-là, on a un gros creux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, bah ça, on est très fort sur ce point et on devient les leaders sur cette petite niche et on va vraiment appuyer ce point-là? Ou est-ce qu'on se dit, bah non, on veut quelque chose de plus transversal et donc, il faut quand même qu'on améliore cet ODD-là où tous les deux, on n'est pas très bons et on va travailler dessus pour l'améliorer. Je trouve que ce système d'objectifs de développement durable est un truc qui parle à tout le monde, qui est pictorisé et qui est moins complexe. Nous, en France, on a la RSE, mais la RSE, personne ne la lit. C'est l'art de faire des bouquins et plus tu as une grosse boîte, plus ton bilan RSE il est énorme et personne ne le lira jamais. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel. Sachons quand même aller chercher les critères qui sont des critères de bon sens. Et le reste va suivre, en fait. Donc, ne courons pas après des critères trop bizarres. Essayons d'aller cibler les critères cibles et les autres vont dérouler. Merci Maxime. Madame Anne, avant, c'est vrai, allez-y, je voulais vous passer la parole. Juste pour effectivement appuyer ce que dit Maxime sur les ODD, qui vont d'ailleurs être révisés, je pense, l'année prochaine, et dans lequel on va ajouter quand même quelque chose qui est, dont je parlais tout à l'heure et qui n'est vraiment pas pris en compte, c'est la valeur de la nature et le droit de la nature. Parce que comme tu le disais si bien, la nature, elle vaut rien. Elle nous a donné et elle continue de nous donner gratuitement. Si on prend par exemple l'économie bleue, parce que j'ai eu pas mal de questions sur l'économie bleue, mais la principale c'est la pêche, hein,
et effectivement l'extraction offshore, et ce sont en fait que des économies d'extraction. Et on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça non plus, parce que, comme tu le disais aussi et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas en créant des usines à gaz pour avoir des projets bancables dans tous les sens. On va avoir effectivement de l'argent, mais ça va pas nous donner à manger et ça va pas non plus baisser la température de notre climat. Et il y a vraiment il faut le faire, je n'en doute pas, mais il y a vraiment revenons aux choses les plus simples, quoi, quelque part. Il y a un moment, quoi. Il y a aussi à se poser comme question, quoi. Et ne pas oublier que c'est à la fois simple et compliqué. Il y a le projet local qui permet effectivement de mettre en place des choses, permettre d'atteindre les ODD pour le droit des femmes, pour l'autonomisation des jeunes, pour avoir des emplois durables, etc. Tout ça, ça rentre dedans. Mais ce truc local que vous allez mettre en place, il rentre dans un écosystème global, quoi, dans un fonctionnement global que maintenant on n'appelle plus socio-écosystème, mais qu'on préfère appeler système homme-environnement. L'homme bouge avec son environnement et l'environnement bouge avec l'homme. Les deux vont en même temps. Et ça, faut vraiment qu'on se le mette dans la tête, quoi. Voilà. C'est juste ce que je voulais ajouter. Alors, je profite parce que vous êtes là-dessus. Il y a une question pour vous. Vous qui êtes dans le monde de la conservation, parce que les acteurs de l'économie circulaire, l'économie verte, l'économie bleue sont vraiment notre public cible et c'est eux qui assistent. Il y a ceux qui sont dans la conservation, pure conservation, biodiversité, milieu marin, forêt. Eux, ils vous demandent, vous, quel est votre conseil? Qu'est-ce que vous donnez comme astuce pour ces projets pour pouvoir avoir des financements, pouvoir attirer des financements? Qu'est-ce qui est généralement recherché de votre point de vue d'expert? Et qu'est-ce qu'il ferait bien de mettre en avant? Parce que vous savez, généralement, c'est des passionnés qui ne sont pas forcément tous des scientifiques et qui ne maîtrisent pas certaines choses, peut-être dans la science. Il y a des données que vous collectez, que vous analysez, vous avez des courbes qu'il faut présenter à un bailleur pour qu'il puisse comprendre. Parfois, ils n'ont pas tout ça. Qu'est-ce qui fait la différence pour le financement d'un projet dans la conservation pure science, d'après vous? Pure science, je crois qu'en fait, si on avait réussi, hein, Maxime, on n'a pas réussi à faire entendre les scientifiques ici pour conserver quoi que ce soit. Donc, ça marche pas. Pure science, ça marche pas. Par contre, ce qu'on peut peut-être essayer de faire maintenant, c'est de croiser justement les savoirs locaux, les initiatives locales avec les sciences. Dans le terme juste de la conservation, alors conservation terrestre, je maîtrise pas bien du tout. Conservation marine, ce que l'on peut essayer de faire, c'est de mettre en place effectivement, de croiser les données scientifiques avec les données autochtones qui existent sur des savoirs traditionnels qui sont en général des savoirs d'observation. Par exemple, on ne va pas aller pêcher à tel moment parce qu'on a telle espèce qui se reproduit. Si on arrive effectivement à faire croiser les deux, on pourra le démontrer à l'ONU ou autre. Et nos savoirs, ils sont bons et on sait pourquoi on le fait. Autre chose qu'on peut mettre en place, qui est un terme très à la mode auquel je trouve que c'est aussi quelque part une usine à gaz. On parle beaucoup d'économie bleue régénérative maintenant. On ne parle plus de l'économie bleue durable, mais d'économie bleue régénérative. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, par exemple, un port décarboné va être régénératif, ou des bateaux, plus vous allez les décarboner, plus ils vont être régénératifs, parce que moins vous allez utiliser de carbone, donc vous allez avoir moins de CO2 dans l'air, donc ça va régénérer votre air, entre guillemets. Mais plus simple, c'est par exemple l'aquaculture régénérative. Vous allez mettre en place, je sais pas moi, l'aquaculture d'holothurie, par exemple, qui peut se faire en Afrique.
Et en même temps, vous allez le faire non pas de manière comme on le fait chez nous, par exemple pour l'aquaculture des saumons qui est catastrophique, mais de la faire de manière plus extensive et qui va quand même vous permettre de générer des revenus sans détruire l'environnement, mais même en le régénérant, parce que les holoturies, ce sont des bestioles qui nettoient le sable. Donc, ce genre de choses, par exemple. Voilà. Mais il faut trouver effectivement les choses, à mon avis, qui existent déjà, et il faut les prouver scientifiquement. Je pense que c'est le meilleur moyen. Voilà. Merci à vous. Maxime, tu voulais répondre avant que Madame Anne ne prenne la parole ou bien? Ouais, il y a un projet qui me plaît, qui permet peut-être d'illustrer finalement assez bien ce que dit Anne. On a un problématique, un des poumons de la Méditerranée, ce sont des herbiers de Posidonie. C'est des plantes qui poussent dans l'eau. Les gens les confondent avec des algues. En fait, ça, c'est un système qui permet non seulement d'avoir de mieux capter le carbone, ça capte mieux le carbone que les forêts terrestres. Ça permet aussi de créer des écosystèmes où les poissons vont se développer et donc, du coup, plus de poissons égale plus de modèles. Et en fait, comment protéger ces herbiers? On sait maintenant par la science que ces herbiers mettent énormément de temps à pousser et ce qui les détruit principalement, c'est l'ancrage. Donc, c'est le plaisancier qui arrive, qui pose son ancre, qui va, même s'il est attentif, finalement, X milliers d'encres par an dans les calanques de Marseille, finit par abîmer la Posidonie. Comment est-ce qu'on crée un modèle économique par rapport à ça? On pourrait dire, OK, interdit d'aller poser son ancre. Et là, on va avoir tous les plaisanciers qui vont dire, faites pas du tout. Moi, j'habite Marseille, j'ai envie de prendre mon bateau et d'aller visiter. Et donc là, on réfléchit, on se dit, mettons en place des systèmes d'ancrage. Donc on pose, la science nous dit, à tel endroit, il y a tel volume d'eau, donc il faut tant de bateaux. Donc maximum, il faudra mettre tant d'ancrage pour que dans cette calanque, au maximum, il y ait tant de bateaux. Et comme ça, on ne vient pas surexploiter ou surabîmer, surfréquenter ce lieu-là. Ces ancrages vont du coup préserver la Posidonie. Avec des systèmes connectés, on va savoir si l'ancrage est disponible ou pas. Et donc, plutôt que d'aller dépenser du carburant et d'arriver dans la calanque et de dire, en fait, il y a trop de monde, je vais dans la calanque d'après et je vais remettre en place les moteurs et je vais consommer du carburant. Donc, le plaisancier, lui, par ce système de bouée, il va pouvoir plus facilement s'attacher sur le truc, ne pas abîmer la Posidonie parce qu'il n'aura plus acheté l'encre, donc il va gagner aussi en termes de confort. Il aura moins de monde sur l'espace, donc ça sera plus cool pour lui. Il aura consommé moins de carburant, donc ça sera également intéressant. Et comment on crée le modèle économique à partir de ça? On peut faire un système d'un petit parc-mètre, par exemple, pour dire si tu restes plus que 4 heures, tu vas commencer à payer un peu d'argent sur le fait que tu sois resté là longtemps et que d'autres n'auraient pas pu en profiter. La Posidonie, elle, le fait de ne plus jeter de l'encre, fait que la Posidonie va pouvoir se redévelopper. Et là, tu peux vendre des bilans carbone. Donc, la Posidonie va, en se régénérant, s'autofinancer sa régénération. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tu vas avoir aussi des effets positifs parce que plus de Posidonie égale plus de poissons égale du coup plus de pêche. Donc, là aussi. Et puis, si tu l'imprimes, ces systèmes de corps morts avec des systèmes que développe notamment Xtree, qui est une boîte en France, qui fait des bases, en fait, plutôt que de mettre des pneus et du béton, ils font des formes qui sont des formes biomimétiques et qui vont être adaptées par rapport à tel type de poisson qu'ils veulent attirer à tel endroit. Et donc, ils vont créer une sorte de protection. Et imaginons des systèmes mécènes qui disent tiens, ça, c'est pas con, c'est cool, c'est un projet cool. Moi, je peux vendre de la décarbonation. Et pour marquer le truc, je vais, j'en sais rien, disons, mettre mon logo sur le corps mort qui est au fond de l'eau. Bon, ça dérange qui? Pas les poissons. Ça dérange pas grand monde en surface. Tout le monde est plutôt content. Et le financeur qui, lui, se dit je vais faire une bonne action, je suis un mécène, c'est concret. Et puis, je peux, avec mes enfants, aller avec mon masque, mon tuba et aller voir au fond de l'eau ce que la société de papa ou maman a permis de financer et d'apprécier ensemble le fait d'avoir des poissons. Donc, c'est ces modèles hybrides qui sont des modèles qui sont percutants. On peut trouver des modèles économiques même là où finalement l'objectif principal c'est préserver la Posidonie, on en fait un modèle économique basé sur l'anti-gaspillage. On a largement de quoi faire pour que tout le monde vive correctement sur cette putain de planète. Quand on prend l'ensemble de la masse humaine, on remplit le Grand Canyon. Enfin, tu vois, on n'est pas non plus trop nombreux. Le problème, c'est que chaque humain va consommer beaucoup trop. Et il ne consomme pas tout, il gaspille.
Donc, si on arrivait à arrêter de gaspiller et que tout ce gaspillage il soit équitablement réparti à travers tout le monde, en fait, je pense qu'on s'en sortirait tous mieux. Hein. Moi, j'aime bien Elon Musk qui pèse des milliards de milliards et qui veut aller coloniser Mars. Mais moi, j'en ai rien à foutre d'aller sur Mars. Moi, ce que je veux, c'est rester sur Terre et que les enfants profitent de cette planète incroyable. Et ces milliards de milliards, il ferait mieux de les mettre pour faire en sorte que cette Terre, elle soit, on lui rende un petit peu de ce qu'elle nous a beaucoup donné. Je vais juste compléter, Maxime, parce que le dossier Posidonie, c'est un dossier que je connais extrêmement bien pour avoir participé à la mise à place de l'arrêté 2019 d'interdiction de mouillage des bateaux de plus de 24 mètres sur l'herbier de Posidonie. Il y a juste un problème dans le modèle que tu dis. Vas-y. C'est qu'en France, en tous les cas, en France, hein, je précise bien, parce que ça fonctionne par exemple à Majorque, en France, les zones de mouillage que tu décris, elles sont soumises à l'autorisation donc de notre État français et des services déconcentrés de l'État. Et surtout, en général, les financements, on les demande à l'État français. On n'est pas fichu capable de mettre en place de l'économie mixte. Ça aussi, c'est une solution. D'accord ? Tu ne pourras pas mettre une zone de mouillage avec un privé. Le privé, on en discute avec la DIRM, avec le parc national des Calanques. On a le plan ancrage, il est écrit depuis 10 piges. Tout est déjà fait, le plus dur est fait. C'est-à-dire que la science a déjà bossé et elle a dit il faut les poser à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Ensuite, si on veut pas que les ancrages nous coûtent un bras, on achète la machine qui fait les ancrages, qui la nuit va faire ses ancrages parce qu'il en faut des milliers, et la journée, cette machine, elle est financée par des industriels parce que eux, ces systèmes de bras qui permettent de fabriquer en béton, permettent d'économiser des quantités très importantes de béton et donc de carbone dans le monde de l'immobilier. Si la nuit, la bécane bosse pour faire de l'ancrage et qu'on met en moyen et qu'on se dit tous, on s'y met tous, on doit mettre en place 1500 ancrages. Monsieur le banquier, voilà le modèle économique. L'État va payer une petite partie. Le bilan carbone et l'économie carbone va en payer une petite autre. J'ai des mécènes qui veulent financer les ancrages Patrice ça coule. Et on aura un micro-système de parking. Ça existe déjà sur certaines collectivités qui l'ont mis en place. Et ça marche super bien. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste là, pour nous, le cas en France, c'est vraiment une histoire de réglementation. Qui va en plus être différente. Elle est là pour être changée. Voilà, moi, la réglementation, oui, moi aussi. Sinon, je ne travaillerais pas comme consultante à l'heure actuelle, tu vois. Mais effectivement, il faut prendre conscience de ça et ça va dépendre de différents pays. Ouais. D'accord, merci pour cette expérience, ce fait. Alors, ça montre le niveau d'engagement et les questions sceptiques que vous vous posez sur ce qui est fait. Et c'est la même réalité sur le continent africain. Je rappelle à tous ceux qui nous joignent à l'instant ou ceux qui vont suivre que nous sommes dans notre webinaire sur How can we facilitate African Project to Access International Climate Funding? Comment faciliter l'accès aux projets africains, aux financements internationaux. Nous parlons beaucoup de conservation, d'économie circulaire, mais le but, c'est celui-là. Et nous avons la chance d'avoir Oussem Ben Malek, qui est un banquier et aspect ESG, qui a donné une masterclass sur les éléments hyper importants. Et je tiens à préciser qu'en commentaire, nous avons mis le lien de téléchargement du guide gratuit qui accompagne dans le montage des dossiers. Mais également, il y a un autre qui est, par contre, un livre de programme de formation d'accompagnement d'Afrique Green qui vous aide à structurer et à restructurer votre organisation parce que généralement, vous êtes déjà en activité. Mais en Afrique, on fait souvent l'erreur où on n'a peut-être pas la lanterne ou la lumière d'esprit de structurer un projet environnemental différemment des business classiques. C'est pas forcément le même modèle, même si à la fin, parfois, on veut le chiffre, mais c'est pas ça. Il y a le côté impact qui compte beaucoup sur les projets de conservation, les projets de lutte contre la pollution ou d'agriculture durable ou d'énergie renouvelable. Et si vous ne prenez pas ça en compte, vous êtes souvent piégé quand vous arrivez devant Oussem parce que lui, le banquier, il a besoin de certains éléments que vous aurez du mal à mettre en avant. Et avant ce webinaire, nous avons eu dans notre podcast
Roland Fomendan, qui est un entrepreneur camerounais de la diaspora, qui a mis sur pied une banque pour les fermiers parce que je le connais depuis plus de 10 ans qu'on travaille. Et lui, il a créé le Greenhouse Venture. C'est une forme d'agriculture sur serre qui n'existait pas parce que dans les milieux urbains, dans les petites villes, les gens n'ont pas toujours des grands espaces et on ne maîtrisait pas cette technologie pour produire. Mais ils avaient du mal à se faire financer par des banques, des coopératives. Il en a eu ras-le-bol. Il a poussé 10 ans plus tard, il a mis sur pied une banque pour les fermiers. Et son modèle à lui, eux, ils n'utilisent rien des métriques de M. Oussem. Je suis désolé. Eux, leur crédit, c'est le nombre. Combien de fermiers sont, combien de villages? Quelle superficie? Sa garantie, c'est ton voisin. Tu as 1 hectare, lui, il a 1 hectare. OK, vous avez besoin d'un tracteur. OK. Vous êtes combien? Nous sommes 10. OK. Voilà, je vous mets ça. Vous allez produire combien? Lui, il pense que c'est plus difficile que 10 personnes qui se mettent vraiment sur un projet échoue. Par contre, la banque, elle ne voit pas comme ça. Parce que lui, il a été fermier. Si vous êtes seul sur un projet, vous êtes en train d'échouer, vous fatiguez, vous abandonnez. Mais si vous êtes 3, il y a 2 quand même pour vous dire non. On a cette astuce. Donc, eux, leur modèle, c'est cela. Et eux, ils ont mis sur pied un logiciel. Ils utilisent le logiciel Synapse pour faciliter le suivi des cultures à distance avec le satellite. D'autres utilisent ça ailleurs pour larguer des bombes dans le canal, etc. On utilise ça également scientifiquement pour calculer la quantité d'eau qu'il y a dans une zone. Je travaille sur ce sujet dans ma thèse de master, l'évaluation du stress hydrique, pour se rassurer que cette zone, on peut faire de la culture là-dedans, pour voir calculer les NDVI, l'indice de végétation, pour voir si cette plante est malade, si elle a besoin d'être arrosée, pour optimiser le taux d'irrigation, d'arrosage. Donc, eux, ils mettent sur pied cette utilisation du satellite, ils développent une appli et ils donnent ça gratuitement aux fermiers de tel village, de telle zone. Là, ils se rassurent que scientifiquement, ils ont la donnée pour se rassurer que leur investissement aura de l'impact et ça ne coûte rien. C'est des données satellites libres, accès à Google Earth Engine. C'est simple. Et lui, il a sa garantie. Et avec ça, il a réussi à avoir le financement de la Banque mondiale. Et il a lancé sa coopérative. Et c'est comme ça qu'il arrive à avoir de l'impact. Il vient de commencer. Mais vraiment, je lui souhaite bon vent. Et c'est ces modèles qu'on veut voir. Il est dans les zones vraiment enclavées où la banque classique n'arrivera jamais. Donc, voilà, je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais je voulais souligner cet élément. Et voilà, parce que ici, on a beaucoup d'agro-entrepreneurs à l'étude durable et qui ont besoin d'astuces. Et je précisais que nous avons mis en lien 2 livres, un gratuit et un autre qui vous permet de restructurer votre entreprise pour pouvoir respecter les critères environnementaux et qui vous donne un petit plus quand vous postulez pour un grant, pour un prix ou pour un financement. Alors, Monsieur Oussem, quel est votre conseil, quel est votre avis, qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs africains sur quel est votre conseil en tant que banquier, en tant qu'entrepreneur sur leur projet et quel est votre état d'optimisme pour l'Afrique avec tout ce problème qu'on a face au changement climatique? Votre micro, il est coupé. Ton micro, il est coupé, désolé. C'est bon. Un mot aux entrepreneurs. Oui. Donc, le financement vert n'est plus réservé à quelques grandes entreprises. Aujourd'hui, il est accessible, structuré et surtout stratégique pour toute entreprise qui souhaite croître de manière durable. Mais soyons concrets, accéder à un crédit vert ne se fait pas par hasard. Il repose sur des fondamentaux clairs. D'abord, il faut un projet éligible. Cela signifie un investissement qui génère un impact environnemental mesurable, efficacité énergétique, énergie renouvelable, réduction des émissions, gestion de l'eau ou de déchets. Par exemple, une entreprise qui installe des panneaux solaires modernise ses machines pour consommer moins d'énergie ou optimise sa logistique pour réduire son empreinte carbone, entre pleinement dans ce cadre. Ensuite, il faut de la crédibilité. Comme tout financement, la banque analyse la solidité financière,
la capacité de remboursement et la qualité du management. Le vert ne remplace pas les fondamentaux bancaires, il les complète. Le troisième point clé, c'est la traçabilité. Un crédit vert exige de pouvoir mesurer et suivre l'impact. Cela peut passer par des indicateurs simples, économie d'énergie, tonnes de CO2 évitées, réduction des coûts. Plus votre projet est structuré et mesurable, plus il est finançable. Enfin, il faut une vision. Les banques et les partenaires financiers recherchent des entreprises qui ne font pas du green opportuniste, mais qui s'inscrivent dans une démarche cohérente et durable. Donc, permettez-moi de partager une réalité du terrain. 2 entreprises demandent un financement similaire pour moderniser leur production. L'une présente uniquement un besoin financier, l'autre démontre en plus une réduction de 25% de sa consommation énergétique, un plan de suivi clair et une stratégie environnementale. Devinez laquelle obtient les meilleures conditions de financement. Donc, le financement vert est une opportunité concrète, taux potentiellement plus avantageux, accès à des lignes dédiées, meilleure attractivité vis-à-vis des partenaires et des marchés. Mais il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer. Il faut être structuré, transparent et engagé. Donc, mon conseil aux chers entrepreneurs, donc, c'est simple, anticiper, structurer et mesurer. Donc, le rôle de la banque aujourd'hui n'est plus seulement de financer, mais d'accompagner cette transformation. Et les entrepreneurs qui sauront intégrer ces exigences dès maintenant seront ceux qui auront une longueur d'avance demain. Donc, le financement vert n'est pas une contrainte, c'est un accélérateur de compétitivité. Donc, à vous de jouer, les entrepreneurs. Merci, vous avez tout dit et je crois que c'est hyper important. Et pour ajouter, s'il faille que je donne un conseil, c'est ce que nous faisons à Afrique 24, nous vous accompagnons. Vous avez besoin de vous faire accompagner. J'ai mis du temps à le comprendre. J'ai fait pratiquement de 2016 à 2020, tout seul avec Madiba et Nature. Je me débrouillais. J'ai fait du temps, j'ai fait du chemin. C'est en 2020 que j'ai eu le moindre euro. Et je vous parle des centaines, des dizaines de tonnes de plastique qu'on retirait, qu'on faisait des bateaux, l'éducation environnementale dans plus de 15 écoles, plus de 100 000 élèves touchés, sensibilisation, une activité folle, des séminaires, des expositions, des collectes de déchets, sans aucune stratégie économique, sans aucune vraie stratégie de modèle économique. J'aurais aimé avoir suivi ce webinaire et ce conseil de Maxime, ne serait-ce que 30 minutes avant de lancer mon initiative. Vous pouvez le faire tout seul. Vous y arriverez certainement. Si vous êtes passionné, vous allez certainement arriver. Mais vous pouvez vous épargner 4 ans de galère en vous faisant accompagner, en formant. Vous pouvez suivre des webinaires comme ceux-ci. Vous pouvez suivre des personnes influentes. Et vous pouvez être sur les bons réseaux, comme Maxime le dit. Vous devez être sur LinkedIn, pas Facebook. Il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat. Il y a pas non plus des réseaux, mais au fond. Le bon réseau, c'est en face de chez toi. C'est en face. Traverse une rue et va discuter avec ton voisin. Ton réseau, il est là avant d'être sur les réseaux sociaux. Là. Et voilà, il y a ton voisin, il y a l'entreprise d'à côté qui a peut-être un problème, qui a peut-être besoin de tes services sur ses déchets et que généralement on néglige. Donc, vous faites accompagner à Afrique 24. Nous sommes en train de déployer, je vous donne l'exclusivité, l'une des plateformes les plus folles de l'économie verte du continent africain. C'est un petit peu, Maxime, je veux voir la tête que tu vas faire. C'est un peu le LinkedIn de l'économie circulaire d'Afrique que nous sommes en train de développer pour réunir vraiment les acteurs les plus petits, les associations, les entrepreneurs individuels, les coopératives, les ONG, les petites startups, les grosses, les PME, vraiment tous ceux qui abordent ces questions climatiques, conservation, recyclage, agriculture durable, dans un réseau professionnel où ils pourront avoir accès, non seulement voir les projets les uns des autres, mais surtout avoir accès à la panoplie des mentors, comme Maxime de Synchronicity, comme Madame Anne-Marie, comme Monsieur Hussem,
comme moi-même et comme des centaines d'autres qui veulent donner de leurs conseils. Ça peut être gratuitement, ça peut être rémunéré. Vraiment, on étudie tous ces modèles. Je ne vois pas si ça te dérangerait, Maxime, que tu sois abonné à notre SaaS Afrogaming 24 et que tu as 10 porteurs de projets que tu accompagnes à Madagascar, au Bénin, au Cameroun, et que tu leur donnes des astuces que toi tu as utilisées, tu regardes un peu leur business plan, tu leur donnes 1, 2, 3 conseils, 1 heure par semaine. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut être tuant. Pour toi, je me dis qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui peuvent avoir ce temps. Je serai moins sur LinkedIn, ça sera bien plus concret. Parfait. Voilà. Donc, c'est ça. Et après, la magie, c'est que avec, comme Hussem l'a dit, avec le système Green Insight, vous aurez la possibilité de suivre les métriques et l'évolution, l'impact carbone réduit avec des coûts. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est possible de faire tellement de choses. Et c'est cette plateforme que nous sommes en train de mettre sur pied. Sur pied, ce sera un SaaS et ils auront la possibilité non seulement d'avoir les outils qui les facilitent la gestion de leur projet, téléchargement des business models Canva, des pitchs, franchement, c'est toute une panoplie de choses. Et quand on se dit qu'il manque cruellement aux porteurs de projets, vraiment les travailleurs, je précise les travailleurs, parce qu'il y a 2 types d'entrepreneurs sur le continent. Je ne sais pas comment c'est en Europe, vraiment en France et tout ça, mais chez nous, il y a des gens qui sont très bons, des bons technocrates qui savent monter ces dossiers. Les gars lèvent les millions d'euros, mais concrètement sur le terrain, rien. Vous ne les voyez pas, mais vous entendez aux infos, ils ont levé 1 milliard, ils doivent faire ci, ça, mais c'est les mêmes que vous voyez qui font la collecte, c'est les mêmes qui font les sensibilisations. Eux, ils viennent avec des gros médias, des grosses voitures, des grandes caméras pour filmer pour une activité. Et j'adore ce jour, j'aime pas sortir ce jour, la journée internationale de l'environnement, le 6 juin. Tout le monde est là, et le Clean Up Day. Le Clean Up Day, le 6 juin, la journée des océans. Et encore, il y a un jour dans l'année, là. Le 22 mai. Il y a le jour de la Terre. La journée de la Terre. Les 4 jours, c'est plein. Il y a l'impact. On collecte des tonnes de déchets, on sensibilise, on plante des arbres, on nettoie la plage. Après, tous ces déchets sont laissés le long de la rue car il n'y a plus de médias. Donc, nous généralement, on ne participe pas à cette journée, on participe le lendemain. On vient le lendemain ramasser ce que les autres ont oublié. Oui, madame. C'est à peu près la même chose ici, hein, Ismaël. Je dirais même que dans les congrès, c'est que tu retrouves encore dans les congrès scientifiques des nudges en plastique ou des trucs comme ça, tu te dis mais non, mais en fait non quoi, enfin c'est pas possible quoi, il y a un truc qui va pas quoi. Enfin, on en est aussi là, hein, faut pas rêver, hein, faut pas rêver. Donc chacun va donner un mot de fin, 2 minutes vraiment. Merci à vous, c'est formidable d'avoir un débat comme ça, la pure science, le terrain, la réalité avec des dizaines de personnes qui sont connectées. Et j'ai oublié de vous dire, nous sommes également connectés sur TikTok et les gens, ça passe en streaming et c'est des gens qui suivent et on se dit que ceci peut permettre à un entrepreneur de gagner 1 seconde de plus, de ne pas perdre 1 année de plus et de se focaliser sur l'essentiel. C'est vrai qu'ils vont chercher du financement, mais il faut déjà également créer quelque chose en interne. Il faut déjà générer du chiffre et après, vous mettez plus de crédit sur la table pour convaincre un bailleur de fonds. Alors, Madame Anne, on va recommencer par vous. Quel est votre dernier mot de fin? Merci beaucoup, Ismaël, de m'avoir permis de participer à ce webinaire. Alors, je ne suis pas une entrepreneuse, je ne suis pas le bon exemple d'entrepreneuse parce que je suis plutôt du côté, effectivement, réglementation, etc. Mais par contre, je pense qu'on ne peut pas faire sans les entrepreneurs. Et je pense que la préservation de l'environnement et de notre planète, comme dit Maxime, passe par tout le monde. Et que tout le monde doit s'y mettre et non pas d'un côté uniquement réglementer, interdire, de l'autre produire et parfois effectivement la solution elle est chez le voisin et surtout de mettre en place des solutions intégrées entre guillemets. Il faut et puis du bon sens, tout simplement du bon sens. Voilà. Merci en tous les cas.
Merci à vous, merci à toi, ouais, on se tutoie et on est content de dire également à nos internautes que nous vous avons à bord en tant que mentor, en tant que conseiller sur des questions climat, donc océan. Pour des projets, on vous sollicitera au moment venu et surtout quand la plateforme sera disponible pour y intégrer à titre bénévole ou à titre service parce que ce sera un service SaaS. Et tout ceci, on va en parler après. L'idée, c'est d'apporter vraiment le maximum de compétences, le maximum d'expertise pour pouvoir impacter localement chez nous. On en a besoin. Merci à vous. Merci. Alors, Maxime, dis-nous. On a dit plein de trucs, cool. Je dirais, moi, la curiosité. Soyez curieux. Les réseaux, c'est fait pour découvrir des choses. Et une fois qu'on découvre, après, vous construisez des puzzles. Vous prenez une pièce, une autre. Vous dites, ah, tiens, si je mettais ça avec ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis à la fin, ça commence à ressembler à quelque chose. Et je pense que si on veut avancer, identifier déjà les contraintes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous ennuie, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et regarder en disant, OK, ce machin-là ne marche pas. Comment je peux le transformer pour en faire quelque chose qui fonctionne. Donc, transformer les contraintes en opportunités, ça vous permettra de trouver tout de suite les premiers modèles économiques. Parce que si c'est une contrainte, c'est un coût. Alors, soit c'est un coût pour la nature, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quand même un coût finalement pour tout le monde. Soit c'est un coût pour une entreprise ou quelqu'un d'autre. Regardez ce truc-là et trouvez-le joli. Et puis, faites en sorte que les autres également le trouvent joli et construisez ensemble les solutions. Merci Maxime. Voilà, toi tu connais déjà tout, on t'est à bord, donc s'il y a des questions, s'il y a des projets, on n'hésite pas à partager avec toi. Ton expertise peut être hyper importante pour nos entrepreneurs. Et on va continuer avec Oussem. Alors, notre banquier, quel est le mot de clôture? Que direz-vous? Le micro. Votre micro. Ton micro, il est bloqué. On ne te suit pas. Oui. Bon. En conclusion, donc, les crédits verts ne sont pas simplement un outil financier de plus. Ils sont au cœur d'un changement profond de notre économie face aux enjeux environnementaux. Le défi climatique n'est plus une projection lointaine. Il impacte déjà nos coûts, nos chaînes d'approvisionnement et la compétitivité de nos entreprises. Dans ce contexte, intégrer la dimension environnementale dans ces investissements n'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Le crédit vert vous permet d'agir dès aujourd'hui tout en préparant votre entreprise aux exigences de demain. Ceux qui s'engagent maintenant ne font pas seulement un choix responsable, ils prennent une longueur d'avance. Et au-delà du financement local, une question clé se pose. Comment les projets africains peuvent-ils attirer les financements climatiques internationaux? La réponse repose sur quelques leviers essentiels: structurer des projets bancables, démontrer un impact environnemental mesurable, garantir la transparence et la gouvernance et s'aligner avec les standards internationaux. L'Afrique regorge d'opportunités, les financements existent, mais ils vont vers les projets les mieux préparés. Avant de conclure, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Ismaël pour son invitation et pour l'organisation de ce webinaire. Un gros merci également à mes copanélistes Anne-Marie et Maxime pour la richesse de nos échanges, ainsi qu'à vous tous participants pour votre attention et votre engagement sur ces sujets essentiels. L'avenir se finance dès aujourd'hui et il sera durable. Merci infiniment à toi. Merci à vous tous d'avoir pris la parole, d'avoir été disponible pour nos entrepreneurs. Alors, je précise que les questions qui n'ont pas été répondues, on va les répondre et soit en commentaire. Déjà, vous avez nos emails, vous allez nous écrire, on va vous les envoyer. Et voilà. Merci à tout le monde. Maintenant, je vais juste présenter le programme d'accompagnement Afrigreen Bridge à tous ceux qui veulent se faire accompagner.
nous n'avons pas choisi l'accompagnement par fonds de modèle économique, mais surtout parce que c'est une urgence et c'est impératif. Beaucoup d'entre vous nous écrivent pour avoir directement du financement. Beaucoup d'entre vous veulent directement aller voir les investisseurs. Il y a certains piliers importants à savoir avant de vouloir chercher les financements. Quel est votre projet? Quelle est la thématique sur laquelle vous travaillez? Quel est le type d'entrepreneur qui s'occupe de type d'investisseur ou de fonds climat qui regarde? Vous êtes dans l'agriculture, vous êtes dans l'énergie ou vous êtes dans l'économie circulaire? L'approche est généralement différente. Et comme on vous le dit souvent, c'est difficile que vous soyez financé, que vous soyez soutenu de premier coup sans qu'on ne connaisse qui vous êtes. Malheureusement, le monde fonctionne comme ça fonctionne plus en réseau, c'est déplorable, mais généralement, on a besoin de mettre un nom sur un visage, sur un projet, et pouvoir avoir les métriques, l'impact de ce que vous faites. Et quand vous travaillez sur le terrain, vous avez, comme je le dis, besoin parfois d'un regard extérieur pour voir dans quelle direction est-ce qu'on va. Et c'est cela que nous vous apportons. Vous avez le programme African Bridge qui vous accompagne sur 1 mois. Si vous pensez que vous êtes prêt et vous avez juste besoin d'avoir un coup d'œil d'expert pour avoir tous ces côtés impact mis en avant, ESG, nous avons parlé de ces rapports, et la stratégie de communication, comment l'orienter, revoir votre business model, votre business plan, revoir votre pitch deck. Vous pouvez participer à ce programme et ça ne coûte vraiment rien de capital par rapport à ce que vous voulez. C'est franchement le strict minimum. Et le lien est en commentaire sur la plateforme afrique24.com. Vous irez sur l'option formation, vous pouvez voir tous ces modules. Et après, vous avez le programme d'accompagnement sur 3 mois, qui celui-là vous prend un petit peu plus de temps pour restructurer ou formaliser votre organisation, réorganiser le modèle économique et se rassurer qu'on est bien sur ce plan et travailler avec le porteur de projet sur la rédaction de ces documents nécessaires. Et le regard d'expert est hyper nécessaire. Ça vous permet non pas d'être à l'école comme un étudiant classique, non. C'est un travail de fond, car vous êtes un projet de vie pour le mettre sur les rails afin qu'il puisse respecter les normes et les exigences des bailleurs de fonds, ce que vous considérez et c'est ce que nous faisons. Le but est vraiment de financer votre entreprise. Nous ne travaillons pas avec beaucoup de projets. L'idée, c'est d'accompagner le max de projets. C'est pourquoi on met sur pied la plateforme avec l'intelligence artificielle et ces systèmes puissent vous permettre de le faire déjà vous seul et de venir solliciter notre accompagnement les planifications et vous lancer. Ce programme est un prix différent et ça vous donne accès à l'ensemble de nos webinaires. Nous avons des webinaires gratuits comme ceux-ci, mais également il y a des webinaires plus techniques qui seront organisés, qui vous seront communiqués, qui parfois ceux-là seront payants, car ce sera des experts qui seront parfois là pour vendre leurs services. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner au maximum. Quand vous payez cette deuxième forme d'accompagnement de 3 mois, vous avez accès à ces webinaires et à tous nos supports de formation, tout ce qui est en ligne gratuitement sur notre page YouTube. Et après, vous avez le programme Premium qui est celui de toute une année. Celui-là, vraiment, part de A à Z, restructure ou crée votre initiative, la met sur pied, travaille sur la visibilité, site web et autres, et surtout l'identification des bailleurs de fonds. Et nous allons chercher ces financements avec vous. Je suis juste la face, je suis cofondateur, mais également il y a toute une équipe et il y a des experts comme Ben Malek qui est là aujourd'hui, qui est banquier. Parfois, c'est des structures qui existent et avec lesquelles nous collaborons pour vous rendre la vie d'entrepreneur un petit peu plus vivable, car comme vous le savez, les entrepreneurs ont un challenge hyper important et quand vous êtes passionné, le risque, il est double, car en vivant pleinement de sa passion, on oublie souvent de regarder le côté économique, les éléments fondamentaux, les éléments les plus importants, et on peine à se faire de l'argent, car avant de cibler les financements, c'est très important et c'est capital de se rassurer que vous générez du chiffre, car il y a des bailleurs de fonds qui généralement vous demandent quel est votre chiffre d'affaires.
veut se rassurer qu'après vous avoir accompagné, vous puissiez continuer et que le projet ne va pas mourir juste après le financement et que ce ne soit pas un projet qui ne dépend que des subventions. Alors, rassurez-vous, les subventions existent, il y a de l'argent, il y a des fonds climat de plus en plus, mais vous devriez préparer votre projet à réunir toutes ces conditions nécessaires, toutes ces conditions recommandées afin d'avoir la chance de votre côté. Mais la chance